Et là, elle allume l'appareil, etc. Elle met le son et on entend un rien en fait. Enfin, le son du micro, rien. Elles se regardent toutes les deux et elles tournent l'écran vers elle. Et elle me cache la vue de l'écran, quoi. Sur le coup, je suis un peu piquée. Je me dis, mais moi aussi, je veux voir mon bébé. Et là, je comprends, en fait, parce qu'elles ne disent rien. J'ai l'impression qu'il s'est passé plus de 10 minutes, mais il s'en est peut-être passé qu'une ou deux, j'en sais rien. Mais un silence morbide. Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui partage les histoires et itinéraires bis vers la parentalité chaque semaine. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis, là où je vis. Aujourd'hui je vous amène dans le sud-ouest de la France, à Dax, à la rencontre de Marie-Clémence. En couple avec Aurore depuis plus de 12 ans, Marie-Clémence nous raconte son chemin sinueux vers la parentalité, à la rencontre de cette famille dont elle a rêvé depuis toute petite. Nous parlons du parcours de PMA qu'Aurore et Marie-Clémence ont suivi en Espagne pour devenir les mamans de Charlie, une petite fille d'un peu plus de 2 ans. Mais aussi et surtout, nous nous attardons sur leur désir d'agrandir la famille après leur premier enfant. Un chemin plus compliqué que la première fois, des échecs, mais une grossesse et une fausse couche. Que je déteste ce mot. Pour ce qu'il évoque bien sûr, mais aussi et surtout car il ne représente absolument rien de faux. Bien au contraire. Une fausse couche correspond à un avortement spontané avant la 20e semaine de grossesse, soit 22 semaines d'aménorrhée. On estime que 10 à 15% des grossesses se concluent par une fausse couche. Il s'agit d'un pourcentage qui augmente avec l'âge de la mère. Ainsi, près d'une femme sur 3 ayant des enfants a déjà subi une interruption de grossesse. Alors, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Dans ce nouvel épisode, Marie-Clémence lève le tabou sur la fausse couche, sur sa fausse couche et sa petite étoile Stella. Si les femmes veulent en parler et ont ce besoin, alors elles doivent le faire. Belle écoute. Bonjour Marie-Clémence, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur. Comment ça va ? D'où est-ce que tu nous parles ? Ça va bien. Tout va très bien. Je suis à la maison, dans mon salon, le lieu où je passe le plus de temps parce que je travaille de chez moi, voilà, à Dax, dans le sud-ouest de la France. Oh, sympa, c'est une région chouette ça. Oui, génial. Alors écoute, merci beaucoup donc d'avoir accepté mon invitation à venir discuter avec moi aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire à nos auditeurs et auditrices, donc son prénom je l'ai dit, quel âge t'as, que tu fais dans la vie de chez toi du coup ? Donc oui, comme tu as dit, je m'appelle Marie-Clémence, je viens d'avoir 33 ans et je suis originaire de la Bourgogne, mais j'ai vécu un peu partout en France et surtout à Paris où j'ai habité pendant plus de 10 ans. C'est là que j'ai rencontré Aurore il y a 12 ans maintenant, qui est devenue ma femme en 2015 et voilà, après plus de 10 ans à Paris, comme beaucoup, on a eu envie d'espace, de plus de sérénité, de soleil, etc. Et donc on est venu s'installer à Dax, dans le sud-ouest, qui est une ville dans laquelle elle a grandi en partie, où il y a sa famille. Donc on vit ici depuis 4 ans et on a pu conserver toutes les deux nos emplois qui sont à Paris. Donc on travaille à distance. Le télétravail, on connaissait déjà avant la crise sanitaire, nous. Et donc moi je travaille toujours dans la production audiovisuelle. Voilà, j'assiste des journalistes, je travaille sur la production de spectacles, etc. Donc voilà, ma salle à manger, mon salon sont mon espace de travail et de vie de famille, voilà. Tac, ok, ouais, donc vous avez commencé le télétravail et vous avez fui Paris avant que ça soit cool. Exactement, donc nous on a une maison, un jardin et c'est sans regret. Paris, j'y vais souvent, une fois par mois, donc ça, le peu qui peut me manquer de Paris, je le retrouve, mes copains, les bars, etc., je les retrouve de temps en temps. Mais voilà, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. J'aime cette vie qui est plus confortable aussi parce qu'on voulait fonder une famille. Donc pour moi c'était évident que je voulais pas élever un enfant à Paris en appartement, même s'il y en a plein qui le font et qui le font très bien. J'avais envie d'autre chose et voilà. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. T'en as parlé d'Aurore. Si d'ailleurs ça intéresse nos auditeurs et auditrices, l'histoire de votre rencontre et du début de votre histoire d'amour est merveilleusement bien écrite sur ton blog et je les invite à aller découvrir son histoire. Est-ce que tu pourrais nous dire justement, alors de ce que j'ai compris,
tu as toi toujours voulu avoir des enfants et le fait donc de rencontrer la femme de ta vie n'a absolument pas remis ça en question. Mais finalement, ta partenaire Aurore à l'époque n'était pas forcément au même point peut-être de sa réflexion dans son désir d'enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce désir de couple en fait? Comment est-ce que c'est arrivé et comment est-ce que tu as peut-être géré l'attente de cette synchronicité pour avancer? Ouais, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens d'un milieu plutôt catholique et bourgeois, dans lequel il y a que des grandes familles. Hein. Moi, on est 4 enfants, mais chez mon père, ils sont 7. C'est que des familles. J'ai 21 cousins. Voilà, on est des familles nombreuses. Donc, pour moi, j'ai toujours grandi avec cette image de la famille, du grand tablé, avec 4 enfants à table, de l'animation à la maison, des frères et sœurs, etc. Et j'ai été très heureuse comme ça, parce que j'aurais pu grandir là-dedans et ne pas vouloir le reproduire, mais j'ai vraiment été heureuse dans ma famille. Et donc avant j'étais toujours avec je me considérais comme hétérosexuelle, en tout cas je me posais pas la question et j'étais avec des garçons. Et à 21 ans, j'ai rencontré Aurore qui elle s'est toujours presque reconnue comme lesbienne. Et elle, Aurore, en fait, c'est un peu différent, c'est que elle a 8 ans de plus que moi. Donc là aujourd'hui Aurore elle a 41 ans et elle est de cette génération d'homosexuels où elle a grandi avec cette image de si tu es lesbienne ou gay, tu ne pourras pas te marier et pas avoir d'enfants. C'était comme ça les schémas. Voilà, moi, mais j'ai des oncles ou voilà des gens dans ma famille qui sont homosexuels. Et ben se sont jamais mariés, ils vivaient en coloc entre guillemets et ils ont jamais eu d'enfants. C'était ça parce qu'on leur présentait pas d'autres possibilités. Donc en fait, elle s'est construite sur un schéma familial même totalement différent puisqu'elle n'a pas été élevée par ses parents, elle a été recueillie par ses grands-parents qui l'ont un peu sauvée. Elle aurait pu être à la DAS, donc elle a été récupérée in extremis, elle a été baladée, elle a eu pour elle la famille est quelque chose de très différent de ma vision à moi. Et pour elle, avoir des enfants est souvent synonyme de rupture ou de déconstruction de la famille, sûrement pas d'un bonheur. Donc du coup, elle a grandi sans jamais se dire qu'un jour, elle pourrait elle aussi fonder sa propre famille et avoir des enfants. Elle avait envie de rencontrer l'amour, mais pour elle, ça s'arrêtait là. Et il y avait pas de suite. Et quand on s'est rencontrés, alors que pour moi déjà c'était un énorme chamboulement de rencontrer une femme et de tomber amoureuse d'une femme. Étrangement, à aucun moment, ça a remis en question cette possibilité d'être mère. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée, Aurore, on était en 2008. On parlait pas du tout de PMA en France, on parlait pas du tout de mariage pour tous. Et je sais pas, je me suis pas posé la question. En fait, je me suis mise avec elle en me disant c'est la femme de ma vie, je vais passer ma vie avec elle et on aura des enfants. Et je me suis dit on verra plus tard comment, mais on aura des enfants. Et Aurore, elle, au tout début, me disait oui, bien sûr, on aura des enfants. Elle me disait ça sans problème. Mais en fait, j'ai réalisé avec le temps qu'elle en voulait pas ou que ça faisait pas partie de ses projets de vie en fait. Et quand on s'est mariés en 2015 et j'ai commencé à la tanner un petit peu avec, quand on s'est installé dans le Sud-Ouest il y a 4 ans, pour moi ça y est, j'étais prête et je nous sentais prête parce que ça commençait à faire longtemps qu'on était ensemble. Je sentais qu'il y avait de la place pour accueillir un enfant dans notre foyer et je nous sentais totalement capables et solides toutes les deux pour élever un enfant. Et je lui en parlais beaucoup et en fait plus je lui en parlais, plus je lui faisais peur, tout simplement parce que jusque-là, me dire à moi, oui, je suis prête à avoir un enfant, c'était un moyen de me faire plaisir et de se tenir éloigné du conflit parce que c'était à ça que ça allait nous mener. Et là, d'un coup, ça allait devenir concret parce que vraiment, je lui disais, non, c'est pas un projet à long terme, c'est un projet maintenant, je suis prête, nous sommes prêtes. Là, c'est devenu différent. Et les premiers mois de discussion ont été très compliqués parce que elle m'a dit, en fait, je suis pas sûre de vouloir un enfant. Elle ressentait pas du tout ce désir qui, pour moi, ça y est, était enclenché, quoi. On parle d'horloge biologique, etc. Je sais pas s'il faut y croire. Juste à un moment, j'étais prête et c'était maintenant, quoi. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout prête. C'est-à-dire qu'elle me dit, oui, c'est bon, mais on peut avoir un enfant si tu veux. Moi, je suis prête à aller toi, t'es à 98% prête. Moi, j'ai les 2% qui restent. Mais je lui dis non. Alors, par contre, moi, je fais pas un enfant avec quelqu'un qui est prêt à 2%, en fait. Il va falloir, je préfère ne pas en faire du tout. Je prends pas de risque qu'elle s'en aille, en fait, je savais que ce projet allait être compliqué, qu'il s'agissait pas comme un couple hétérosexuel de juste se lancer, faire l'amour et voilà, peut-être que je tomberai enceinte. Il s'agissait pas juste de ça, que ça allait être long, compliqué, que j'allais vivre ça très seule aussi parce que ma famille, évidemment, n'allait pas encourager la démarche. J'avais besoin d'elle à 100% avec moi, vraiment. J'avais besoin que toutes les deux, on soit hyper solides, quoi.
Et donc il s'est écoulé quelques mois où c'était très compliqué parce que je sais que beaucoup de couples traversent ça. Quand l'un est prêt et l'autre pas du tout, ou ne veut pas du tout d'enfant, vraiment ça peut remettre en question cette histoire d'amour. Moi, ça l'a jamais remise en question profondément, mais ça a été un vrai questionnement quand même. Là, je me suis dit, ok, là c'est la première fois dans ma vie vraiment que le fait d'être avec une femme qui ne veut pas d'enfant peut être vraiment un obstacle à réaliser mes rêves de petite fille. C'est-à-dire que j'ai fait une croix sur beaucoup de rêves de mon enfance, me marier à l'église, etc., la belle robe blanche, tout. J'ai fait une croix sur tout ça parce que je l'aime et que ce que je voulais, c'était elle avant tout. Là, par contre, sur le fait d'avoir des enfants, je ne me vois pas vieillir sans enfants. Ouais. Et les mois sont passés. J'ai essayé d'être patiente, de ne plus en parler parce que c'était trop douloureux d'en parler. Dur, Et puis quand je tout sais ton pas, corps le veut. ouais, c'est terrible parce que en fait, elle me disait mais t'en parles tout le temps. Et je lui disais mais j'en parle parce que oui, je peux pas ne pas en parler quoi. Ouais. Donc j'ai essayé de ne plus du tout lui en parler. Je me suis dit en fait plus j'argumente, plus je lui fais peur. Elle avait très peur. Elle savait pas quelle place elle allait avoir pour cet enfant. Elle me disait regarde, j'arrive à peine. Elle qui a grandi dans un cadre familial très 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 compliqué où elle a fait sa propre éducation et elle s'est débrouillée seule depuis l'enfance. Elle me disait je peux pas me mettre à charge une personne de plus dont il faudrait s'occuper. Pour elle, c'était vraiment ça qui était difficile et je peux le comprendre. Moi, j'étais disponible psychologiquement pour le faire. Elle, c'était difficile parce que elle ne s'est toujours occupée que d'elle parce qu'elle n'avait pas le choix, que c'était une question de survie. Ouais, Et voilà, donc le temps a passé et puis un jour, elle m'a dit écoute, on y va. Alors c'était un on y va, c'était pas un on y va, ça y est, moi aussi je rêve d'avoir un enfant, c'était on y va, je te fais confiance. Allons-y. Si tu penses que ça peut nous rendre heureuses, on l'est déjà, mais si tu penses que ça ne nous rendra pas malheureuses et que ça ne détruira pas nos vies d'avoir un enfant, ça ne détruira pas notre couple, allons-y. Et donc on s'est lancé. Ça c'était, elle me l'a annoncé quelques jours avant Noël en décembre 2016. Et donc ouais. Et donc début 2017, janvier, là un jour je lui dis ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et en fait moi depuis tout ce temps où j'étais prête, à aucun moment je me suis renseignée sur le moyen de le faire. Comment Parce que je voulais pas. parce En fait, je me disais si je tape ça sur internet, insémination, Espagne, Belgique, etc. J'avais l'impression de la trahir un peu voilà, je voulais que ce soit vraiment quelque chose. Ouais, vraiment. Pour moi, c'était et donc je m'interdisais, je fais aucune recherche sur internet. Ouais. Et du coup, c'était un génial quand on s'est lancé toutes les deux. Alors elle évidemment était terrifiée, enfin, c'était vraiment compliqué, donc j'essayais de jouer celle qui était très en confiance, mais en réalité, je savais pas du tout où on mettait les pieds, quoi. Et donc j'ai commencé à taper sur Google, insémination, PMA, France, ok, alors on n'a pas le droit en France, très bien, alors où est-ce qu'on va aller? Et j'ai commencé à aller sur des blogs, des forums, etc. Je trouvais aucune information. En fait, je trouvais rien qui me parlait. Sur les forums où d'autres couples de femmes discutaient, souvent c'était des messages qui avaient plus de 10 ans ou 15 ans. Ouais. À chaque fois, c'était oui, alors nous on a fait comme ça. Bon, par contre, ça se passe peut-être plus comme ça. Ah oui, nous c'était ça à l'époque. Et en fait, j'arrivais pas à m'identifier et je me sentais perdue, quoi. Donc je me suis dit bon bah on va faire ça à l'aveugle, quoi. Allons-y. Et après plusieurs recherches, en étant installé déjà depuis un an dans le Sud-Ouest, on s'est dit bah voilà, c'est plus logique d'aller vers l'Espagne que d'aller vers la Belgique. Ouais. En Espagne, on a d'abord recherché plutôt vers Barcelone parce que c'est une ville qu'on connaît bien et dont j'entendais souvent parler sur les blogs. Mais après, on a très vite vu que la logistique pour se rendre pour une insémination, les traitements, etc. à Barcelone, c'est pas simple. Barcelone, c'est pas à la frontière. Et en fouillant, on a commencé à trouver qu'il y avait des cliniques. Il y en avait une à San Sebastián. Donc San Sebastián, c'est vraiment une ville frontalière et du coup qui se trouve à 1h15 de route de la maison, quoi. Donc vraiment à côté, génial. quoi. Ouais, génial. C'est pour nous ça a été génial et du coup on a pris contact avec la clinique. Donc le premier coup de fil, c'est un moment on tremble, on est au téléphone toutes les deux et on se dit oh là là mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Et voilà, et donc à la clinique ils nous ont dit très accueillants, ils ont des médecins francophones. Alors on compare les sites internet des cliniques en fonction des prix, ils vous font des devis en ligne en fonction des avis clients. En fonction des statistiques, tant de pourcentage de réussite ici, tant de pourcentage de réussite là. C'était très perturbant parce que j'avais l'impression de choisir une clinique comme je choisirais un bon coiffeur ou un bon restaurant, en fait.
Alors c'est clair. que c'était un projet pour moi qui avait bien plus d'ampleur que ça dans ma vie. Donc c'était très perturbant cet extrême entre le moyen de recherche sur Google et puis de l'autre côté ce désir d'enfant qui était toujours là, quoi. Et donc on a contacté la clinique, donc des médecins francophones qui nous ont tout de suite envoyé un mail avec une liste interminable d'examens médicaux à faire avant de se rencontrer. Là, j'ai pris contact, donc ils m'ont dit il faut voir un gynécologue à Dax, hein, où vous habitez. Donc vu qu'on était installé depuis peu, j'en avais pas. Donc sur le conseil de copines, j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue, un homme plutôt âgé qui était là depuis très longtemps, bien installé dans la ville. Et je l'ai vu, je suis arrivée et je lui ai présenté la liste des traitements à faire. Il a été extrêmement désagréable, voire humiliant, critiquant. J'ai vécu un malaise. Toute l'auscultation a été terrible parce qu'il me culpabilisait de faire cette démarche sans me dire qu'il était officiellement contre. Il ne faisait rien pour m'y encourager. Il me reprochait de ne pas connaître parfaitement mon cycle, de ne pas savoir exactement quel jour j'ai mes règles, enfin, de ne pas connaître parfaitement mon corps. Il me disait, de toute façon, si vous ne faites pas des efforts, vous n'y arriverez jamais. Et c'était que des mots comme ça, très culpabilisants. Je me suis dit, mais en fait, j'avais l'impression de pas être prête. Enfin, qu'il me disait que j'avais pas une assez bonne note pour me lancer là-dedans, quoi. Donc, je suis ressortie très déprimée. J'ai mis un peu de temps avant de me relancer, de me dire, ok, je vais prendre rendez-vous avec un autre gynécologue. Et j'ai trouvé une gynécologue qui venait de s'installer depuis 3 semaines à Dax, qui a peut-être à peine 10 ans de plus que moi, et en fait qui était hyper douce et accueillante. Et elle a eu un discours qui m'a rassurée. Elle m'a dit, c'est une première pour moi aussi. Donc elle ne m'a pas menti, c'est une première. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment on va le faire, mais allons-y, je vous accompagne. Sachant que elle, tout ce qu'elle fait à ce moment-là est illégal. C'est-à-dire qu'elle m'a fait un papier me permettant d'être prise en charge par la sécurité sociale en déclarant que j'avais besoin d'un accompagnement pour la fertilité. Elle m'a prescrit les piqûres, les hormones, etc. Et donc tout ça, elle n'a pas le droit de le faire. Donc elle l'a fait. C'est carrément illégal pour le médecin. Oui, en fait, elle n'a pas le droit puisque elle sait. Je lui annonce qu'on est deux femmes et qu'on va aller faire ça en Espagne, donc elle n'a pas le droit de me suivre. Voilà. Et du coup, elle m'a accompagnée. Et voilà, et grâce à elle, j'ai pu avoir toutes mes ordonnances et aller à la pharmacie chercher mon stock de cachetons et d'injections à faire. On a fait tout un tas de prises de sang, d'examens, de contrôles. Il y a plein de choses à faire, des échographies, etc., pour voir si en gros tout le système de reproduction est bien en fonction, si tout va bien. Voilà. Et donc ça, on a le premier contact avec la clinique était en janvier. La première insémination a eu lieu en juillet. Donc ça a été des mois d'attente. Alors en plus parce que peut-être on vit à Dax, mais les prises de rendez-vous avec les gynécologues pour avoir des échographies spécifiques, on a dû me faire une hypersalpingographie. Enfin voilà, c'était toujours à chaque fois on me disait rendez-vous dans 2 mois et moi j'en pouvais plus. Je me disais oh là là, j'en ai marre d'attendre. Et voilà, donc c'est quand même une fois que t'es prêt, c'est difficile ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Parce que moi je me suis dit je vais appeler très naïvement, je me suis dit je vais appeler la clinique, ils vont me dire ok, rendez-vous la semaine prochaine. Et en fait, c'était pas du tout ça, ça se passe pas aussi simplement que ça. Et donc en juillet, j'ai commencé le traitement. Je savais pas du tout comment j'allais réagir. En fait, il faut savoir qu'en Espagne, les traitements sont très, très fortement dosés. Ils sont dosés 2 fois plus qu'en France. C'est-à-dire que la gynécologue en France m'a dit, oh là là, mais non, mais vous mettez pas ça. Vous risquez une hyperstimulation ovarienne. Donc, en gros, on stimule les ovaires pour faire fabriquer plus de follicules, etc. Et elle me dit, moi, c'est des dosages que je donne quand les personnes font des FIV depuis des années, quoi. Et vraiment, le corps ne fonctionne pas. Et alors, c'était très étrange parce que du coup, elle m'encourageait pas du tout à faire ça. Et d'un autre côté, la clinique me disait, ah bah oui, mais si vous voulez que ça marche, faut y aller, quoi. Et en plus, c'est comme ça qu'ils ont des super statistiques, c'est hyper dangereux quand même. Exactement. Et c'est comme ça surtout qu'ils nous l'ont expliqué tout de suite. Vous avez 21% de chance ou de risque d'avoir une grossesse multiple. Parce comme ils font une très forte stimulation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jumeaux, de triplés, etc. Donc c'était vraiment à chaque fois je me sentais très tiraillée entre le discours espagnol et le discours français et en même temps j'avais envie que ça marche. Donc premier traitement, on a fait un traitement haute dose. Mon corps elle m'a tout de suite dit ouf, le jour de l'insémination, elle m'a dit c'est moyen. Elle a commencé tout de suite la gynécologue espagnole à me parler d'un prochain essai, donc j'ai compris qu'il y avait peu de chances que ça marche. J'ai eu des très 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 fortes douleurs parce que j'étais en hyperstimulation, donc les ovaires sont énormes. Ça tire partout dans le ventre, ça me faisait des crampes, j'avais été aux urgences, enfin ça a été très compliqué.
Et voilà. Et au bout de quelques jours, j'ai même terminé aux urgences parce que les douleurs étaient trop fortes. Et donc, je voulais savoir si j'étais enceinte ou pas. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, d'après la prise de sang qu'on a dû vous faire aux urgences, donc on était seulement 5 jours après insémination, vous êtes enceinte. Donc, j'y ai cru. Et finalement, malheureusement, peut-être 10 jours après, bah, j'ai fait alors, une fausse couche prématurée. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas resté accroché. Voilà. Donc, le premier essai a été un échec. On a laissé passer 2 mois et on y est retourné. Et cette fois-ci, donc, ça a fonctionné. Je suis tombée enceinte. Voilà, donc j'étais évidemment très heureuse. Il faut savoir que je le dis aussi, hein, mais le coût d'une insémination, c'est 1 500 € en moyenne. Alors les cliniques font des tarifs un peu différents un peu partout, mais c'est une moyenne. Nous, c'est ce qu'on a payé, 1 500 € donc pour le premier essai qui n'a pas marché, et donc 1 500 € pour le deuxième essai. Et les cliniques espagnoles se gavent un peu, hein, c'est-à-dire que si vous passez un coup de fil supplémentaire, par exemple, pour un renseignement ou pour donner un résultat de prise de sang complémentaire, c'est 100 €. On passe 5 minutes au téléphone, on paye 100 €. Là, voilà, la dernière insémination que j'ai faite là, j'ai passé un petit coup de fil supplémentaire, ils m'ont facturé un peu plus de 50 € pour moins d'une minute au téléphone. Donc en fait, c'est 1 500 € plus on n'a pas intérêt de avoir trop de questions à poser, en fait. C'est vachement dur, ça. Ouais. Alors, heureusement que du coup, en France, mon traitement était pris en charge par la Sécu, ce qui fait que les prises de sang, les échographies, etc., j'ai jamais rien eu à payer. Parce que si en plus, j'avais pas été suivie, que j'avais dû tout avancer en France, ou comme l'Espagne me proposait, il me dit, bah, si en France, ils veulent pas vous le faire, venez le faire chez nous. Bah oui, non, mais chez vous, ma prise de sang va me coûter 300 balles, donc je vais peut-être pas la faire chez vous. Donc c'est un budget aussi. Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc là, très bien, je suis enceinte, c'est génial. T'as payé 1 500 € du coup à chaque essai, sachant que, parce que l'attribution du coup du don de sperme, ça faisait partie de ces 1 500 €. Enfin, tu as pu utiliser le même don les 2 fois. Ou du coup, tu as dû en racheter un lot, en fait, à chaque fois? Alors, en fait, eux, ils font un package. C'est-à-dire qu'ils envoient un devis. Dans les 1 500 €, il y a tout dedans. Donc, je sais pas, par exemple, je ne sais pas si entre le premier essai et le deuxième essai, c'était le même donneur ou pas. En fait, le donneur, alors pour info aussi, ils le choisissent. C'est eux qui le choisissent. Moi, à aucun moment j'ai pu donner. On n'a pas pu donner notre avis. C'est pas comme dans les films où t'as un catalogue. Alors, il y en a qui, je veux pas dire de bêtises, mais il y a certaines cliniques qui le proposent. Il y a certains protocoles. Il y a des femmes qui peuvent le faire. Nous, pas du tout. En fait, on a fait. Ils font tout ton descriptif ton ADN, etc. Pour Aurore aussi, le Rhésus, elle aussi. Et en fait, avec ces informations-là, plus les descriptions physiques de l'une et l'autre, ils prennent un donneur dans leur catalogue qui se rapproche le plus physiquement et en termes de, ils regardent les Rhésus, etc. Du deuxième parent. Donc en fait, nous, je sais que, en tout cas pour le donneur pour Charlie, parce que du coup, comme ça a fonctionné, j'ai demandé les informations. Moi, les infos que j'ai pour ma fille, elles sont très limitées. J'ai l'année de naissance. Donc ce sont des donneurs très jeunes en général parce que ils sont défrayés, je crois, à hauteur de 50 €. Donc c'est souvent des étudiants. Moi, je crois qu'il est né en 96 de mémoire. Enfin, on a quasiment 10 ans d'écart. Ouais, ils sont plutôt jeunes. Ils ont entre 20 et 25 ans la plupart. Hein. Après, il y en a des plus âgés. J'ai la taille et j'ai la couleur des cheveux, la texture des cheveux, enfin bouclés, lisses, etc. Et la couleur des yeux. La couleur de la peau, voilà. Donc en gros, je sais que ma femme, elle est blonde, plutôt blonde, les yeux noisettes, la peau claire. Ils ont pris un donneur qui a les yeux verts, qui est blond et la peau claire, voilà. Donc c'est comme ça que eux font leur choix. On arrive à avoir la nationalité aussi, parce qu'il y a beaucoup de cliniques qui font des échanges de dons de sperme pour éviter la consanguinité ou des problèmes comme ça. Donc il aurait très bien pu être danois, par exemple. Je sais qu'ils font beaucoup d'échanges avec le Danemark. Nous, il est espagnol, voilà. Donc, c'est les seules informations qu'on a. On a signé une flopée de papiers où on garantit son anonymat et on comprend qu'on ne pourra jamais connaître son identité, chose qu'on respecte. Et voilà. Donc en gros, cette deuxième insémination a eu lieu fin octobre 2017 et j'ai appris très peu de temps après, donc j'étais enceinte. La grossesse s'est déroulée comme n'importe quelle grossesse. Pour le premier trimestre, on est encore très dosé en progestérone, etc. Parce que c'est considéré comme une grossesse à risque pour le premier trimestre. Et après le premier trimestre, c'était considéré comme une grossesse tout à fait normale. Et voilà, et j'ai accouché à terme sans problème de notre petite fille Charlie.
Voilà. Ok, Et super. donc, on est les mamans de Charlie, donc depuis juillet 2018. Donc, elle a un peu plus de 2 ans, voilà. Euh, Ok. et puis, donc là, Ouais. on s'est dit, on a eu très vite l'envie d'avoir un deuxième enfant. D'accord, c'est venu très rapidement. Bah, Parce que alors tu vois, moi ouais. j'ai un petit garçon du même âge que ta Mhm. fille, et du coup et du coup en fait c'est vrai que je peux pas m'empêcher si tu veux de mettre tout ça en parallèle. Et enfin je veux dire les 2 premières années sont quand même sportives, hein. Oui, On met un petit peu de ouais. temps à réémerger. Du coup, je suis intéressée de savoir comment est-ce que vous avez su que vous étiez prête pour un deuxième enfant, et est-ce que vous avez été synchrone cette fois-ci? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on était encore à la maternité. Ça faisait peut-être 2 jours que j'avais accouché et Aurore me dit, ah, génial et tout. Alors, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'au final, Aurore est une maman heureuse? Oui, c'est Ben une oui, maman heureuse et elle se demande comment elle a fait pour vivre sans sa fille jusque-là, hein. Et elle c'est l'a vrai. ressenti, elle a mis Ah, du temps. génial. Parce que quand je suis tombée enceinte, là, les choses sont devenues assez concrètes pour elle. Et bizarrement, moi, j'ai fondu en larmes. J'étais profondément heureuse. Elle a été très réservée pendant les premières semaines de grossesse parce que bah, elle a commencé à Ouais. avoir peur. Elle s'est dit oulala, maintenant que ça a marché, qu'est-ce qui va se passer? Elle a toutes ses peurs remontées à la surface, c'est normal. Donc le premier trimestre de Ouais. grossesse, je l'ai pas vécu seule, mais j'avais l'impression d'être la seule un peu à, à être être heureuse de cette naissance à venir. Mhm. Même si, voilà, comme pour toutes les femmes, hein, on croit qu'on est prête, mais le jour où on est enceinte, ben, on est quand même bien contente d'avoir 9 mois pour se préparer, parce qu'en fait, on n'est pas très très prête. C'est clair. Et Aurore, dès que la petite a commencé à réagir dans le ventre, donner des coups, etc., Aurore lui parlait en permanence. Elle était tout le temps en interaction avec sa fille dans mon Ouais. ventre, quoi. Et j'avais l'impression que leur relation était déjà très différente de celle que moi je pouvais avoir avec ma fille, Mhm. alors qu'elle était même pas encore sortie de mon ventre. Et dès la naissance, ça a été une évidence. Et pour Aurore, elle ne s'est jamais posé la question. C'est Une sa fusion. fille. Non, mais vraiment, c'est sa Ouais. fille et elle comprend totalement quand voilà, elle sait que moi j'ai une relation très physique avec Charlie. Je l'ai un peu allaitée au début, on a une relation charnelle, mais elle a une Ouais. relation très très forte avec sa fille. Et je sens aujourd'hui que Charlie, elle a besoin autant d'Aurore que de moi. On lui apporte toutes les deux quelque chose de différent, mais c'est comme un enfant avec un papa et une maman ou deux papas. Chacun a une place particulière dans son cœur et elle ne pourrait pas vivre sans Aurore, elle ne pourrait pas vivre sans moi non plus. Vraiment. Et donc Aurore s'épanouit Ouais. totalement dans ce rôle de mère. Et ça a été instantané dès la naissance. Et voilà. Et donc 2, 3 jours après la naissance, Aurore me dit ah génial et tout. Elle fait bon, on y retourne vite. Là, on va en faire un deuxième. Je dis oh là 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 là. J'attends. Par contre, moi, j'étais pas prête à avoir l'impression d'être passée C'est sous un génial camion ça. après un accouchement. Donc juste non, en fait, tu me laisses Bah oui, tranquille. bien sûr. Voilà. Je dis non. Et puis je me suis dit, elle réalise pas du tout le travail que ça va être. Donc elle, en tout cas, elle m'a tout de suite dit, on y retourne quand tu veux. Et évidemment, après, on a Génial. découvert D'accord. qu'un enfant c'est fatigant, qu'on dort pas, que c'est ouais, c'est épuisant, c'est génial, mais c'est épuisant. Et donc on s'est dit on va attendre un petit peu. Et en fait Mhm. l'année dernière, donc on était en octobre, on s'est dit voilà, on partait en voyage avec la petite au Mexique. On s'est dit au retour, on réessaye, on y retourne. Alors on y retourne assez vite finalement parce que Aurore, elle a 8 ans de plus que moi déjà. Donc Aurore, déjà, je l'ai vue pour Charlie. Ouais. Euh, Moi, je me réveillais très facilement la nuit. Ou alors je me réveillais, je me recouchais. Le lendemain, bah, j'étais capable de me lever à 8 heures pour aller bosser s'il fallait. Ça allait pas paralyser ma Ouais. journée si j'avais pas assez dormi. Aurore, avec 8 ans de plus que moi, bah, elle supporte pas la même. Elle a besoin de plus Ouais. d'énergie, elle a besoin de plus de repos. Donc, Ouais, le corps bah, pardonne pas quand on pareil, avait quoi. eu une Mhm. mauvaise nuit, elle, le lendemain, elle était clouée au lit, quoi. Donc, Au bout de sa vie, quoi. il y avait ça aussi, c'est qu'elle m'a dit j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant tard, quoi, parce que nous on s'occupe de notre enfant Ouais. vraiment de manière très équilibrée. Elle est pas spectatrice, elle est totalement investie aussi, donc il faut qu'elle ait autant d'énergie que moi, quoi. Et puis surtout au départ on s'est dit nous on veut plusieurs enfants. Moi j'ai grandi, on était 4 enfants chez moi et on s'était toujours dit avec Aurore on en aura 3, quoi. Et Mhm. donc on s'est dit faut y aller, voilà, Aurore elle a plus de 40 ans, il faut pas traîner. Et donc on s'est lancé Mhm. voilà l'année dernière. À peu près la même période qu'aujourd'hui, on s'est lancé dans un deuxième parcours de PMA. Et là, en fait, étrangement, D'accord, t'as trouvé au même voilà, on endroit? s'est dit on va recontacter la même Enfin, clinique. Et en fait, la bonne nouvelle, parce que alors pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'important, mais pour Aurore, ça l'était. C'était d'avoir le même donneur. Alors moi, comme je disais à Aurore, c'est pas du tout avoir le même donneur, c'est pas du tout une garantie d'avoir un enfant en bonne santé aussi, parce qu'on a la chance d'avoir une petite fille
la seule maladie du sang dont elle est héritée, elle vient de moi, elle vient même pas de son donneur. Donc elle, tout va bien, elle a une bonne santé, une bonne personnalité, elle est mignonne comme tout, etc. Et Aurore me disait, moi, je veux le même donneur, comme ça, au moins, on est tranquille. Je disais, non, mais ça, dans une même fratrie, il peut y avoir un enfant qui va avoir des graves problèmes médicaux et un enfant qui sera en parfaite santé, un enfant qui est très sympa et l'autre qui a un seul caractère. Enfin, voilà, c'est pas du tout une garantie. Ouais, bien sûr. Bien Voilà. sûr. Donc, du coup, je lui disais, moi, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Après, Aurore, son argument aussi, c'était de me dire, bah, si un jour notre fille nous réclame de connaître son donneur, de faire des recherches, etc. Elle me disait, pour moi, ça sera toujours plus simple d'avoir un seul donneur à chercher pour tous les enfants plutôt que d'avoir plusieurs donneurs à C'est trouver. vrai. Parce que ça, c'est une chose à laquelle on est préparé et on sait que peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être que ça arrivera. Peut-être qu'un jour, elle nous le demandera et on comprendra totalement. Elle sera pas à la recherche d'un père, d'une présence paternelle, elle sera à la recherche d'origine génétique. Et si on avait pu connaître l'identité du donneur, on l'aurait connu. Voilà, moi j'aurais préféré, mais c'est pas possible. D'accord. Et voilà. Et donc on s'est lancé, on a contacté la clinique qui nous a dit, bah, bonne nouvelle, il nous reste assez de paillettes de sperme pour du même donneur pour 2 essais. Donc on est parti très en confiance en se disant, ben voilà, il nous reste assez pour faire 2 essais d'insémination. La première fois ça a marché au deuxième coup. Là, il faut savoir que mon corps est peut-être un peu plus prêt aussi. Je serais peut-être un peu plus détendue que quand on avait fait le premier essai pour Charlie. Donc je suis sûre que ça va marcher. Et donc on s'est relancé dans le protocole avec un dosage un tout petit peu moins fort, mais quand même assez bien plus fort qu'en France. Et premier essai, première insémination, échec. Donc bon, j'ai encaissé, c'était difficile, mais j'ai encaissé en me disant, bon, ça va, un échec, je connais, on l'avait déjà vécu avec Charlie, pas de problème, ça va, il nous reste encore un essai avec le même donneur, c'est sûr que ça va marcher. Deuxième essai, échec. Ok. Je me permets d'interrompre cet enregistrement pour vous partager quelques lignes que Marie-Clémence a écrites justement sur son blog, que je vous invite vraiment à aller découvrir. Elle nous raconte en fait en quelques lignes comment elle a découvert cet échec. Mardi 25 juillet 2017. Je me réveille avec un mal de ventre. Je comprends tout de suite que je dois me préparer à l'échec. Je me lève et je file faire ce test de grossesse que j'attends depuis 15 longs jours. Il est négatif et je saigne. Je me sens vide, en souffrance, pleine de tristesse et un sentiment d'injustice immense. Depuis l'insémination, je me sens enceinte. Je me suis comportée comme une femme enceinte. Les médecins m'ont annoncé que j'étais enceinte lors de mon séjour aux urgences. Mais ce matin, j'ai tout perdu. J'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, que mon corps a échoué. Mais il faut accepter. Tout de suite. Mon corps a tellement souffert depuis un mois. Il ne m'appartenait plus. Il n'était qu'un tas d'hormones gonflées, lourds et douloureux. J'ai l'impression d'avoir tout donné. D'avoir livré mon ventre à ces tests, ces piqûres, ces ovules, ces médicaments, ces échographies, ces prises de sang, ces avis médicaux, amicaux, et de ne pas avoir réussi à m'écouter, moi. Là, ça a commencé à être très difficile. Ouais. Là, je l'ai beaucoup moins accepté, en fait, parce que je me suis dit, ok, là, en fait, je rigole plus. C'est-à-dire que, en fait, en Espagne, en tout cas dans notre clinique, ils nous suivent pour 4 essais d'insémination. Au bout du 4e essai, si ça ne marche pas, c'est des FIV. Une insémination, c'est 1 500 €. Une FIV, ils vous suivent pour 2 FIV maximum. Et une FIV, c'est 5 000 €. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Ouais. Change complètement. Voilà. Et alors là, on vous traite, on vous dose encore autrement, quoi. Et je me suis dit, ah oui, ok. Donc là, j'en suis déjà à 2 essais sur 4. Donc là, maintenant, on rigole plus. C'est plus la même. Bon, on rigolait déjà pas beaucoup, mais j'y vais plus de manière très sereine, quoi. Et ouais, tu sens le décompte à chaque fois, quoi. Ouais, j'ai vraiment commencé à stresser, à me dire, mais pourquoi ça marche pas, en fait? Parce que mon corps réagissait très bien, j'avais plein de follicules, l'insémination se passait bien, j'ai pas du tout eu les mêmes douleurs que j'ai pu avoir pour Charlie, donc vraiment, j'étais très en confiance, quoi. Et ça n'a pas marché, et personne, évidemment, ne peut l'expliquer. Donc, on est parti sur un 3e essai, et en plus, là, faut savoir que les hormones, bah, ça flingue un peu psychologiquement, quoi. C'est comme quand on est en syndrome prémenstruel, sauf que c'est tous les jours du matin au soir, quoi. On se réveille, on est hyper sensible, on a la poitrine gonflée, on a des tensions dans le ventre, on est stressé, enfin, c'est compliqué. Et surtout quand, en plus, entre-temps, moi, je suis devenue maman, donc j'ai en plus une petite fille à gérer qui use mes nerfs aussi. Enfin, elle grandit, donc il faut être patiente. C'est pas comme avant la naissance de Charlie, je me reposais, je passais l'après-midi au lit si jamais je me sentais pas, bien, etc. Là, c'est plus possible, quoi. J'ai une petite fille, il faut que
même si on lui expliquait, alors il faut savoir ça aussi, c'est que Charlie, on lui a tout de suite expliqué tout ce qui se passait. Pour nous, c'était D'accord. essentiel parce qu'on savait que ça avait un impact très fort sur notre quotidien. Elle me voyait pas forcément faire les piqûres, mais elle voyait que mon comportement pouvait changer un peu. Elle nous a même accompagnés en Espagne pour un essai. On voulait qu'elle vive ça, enfin qu'elle comprenne ce qui se passe. Et voilà. Et donc troisième essai, un échec aussi. Et là, en fait, le pire, c'est que ce troisième essai, j'ai fait le test de grossesse qui était négatif la veille ou l'avant-veille du confinement. Donc ça a été un... Ouais. Oh là là, je suis rentrée à la maison, j'arrivais de Paris, j'avais fait le test de grossesse, je suis rentrée à la maison et on a appris que là, à partir de lundi, on était tous confinés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en pouvais plus, j'étais épuisée physiquement. Ces essais je les avais enchaînés et c'était très difficile. J'étais épuisée, vraiment. Je n'avais plus de force psychologique, physique. Ouais. Et là, j'ai découvert la frustration. Je me suis dit, je peux même pas y retourner maintenant. À partir de maintenant, on est confinés, les frontières sont fermées. Je ne sais pas quand aura lieu ce dernier essai. Donc une pause imposée par. Donc, qui a été par la très pandémie, difficile quoi. à accepter au début. Et finalement qui a été très bénéfique évidemment parce que ça m'a permis pendant les 2 mois de confinement d'être à la maison avec Aurore et Charlie et de réapprécier un peu ce que j'ai déjà, c'est-à-dire de me redire à nouveau en fait on a déjà une petite fille, tout va bien, elle est là, elle est en bonne santé, on est entre nous, on a la chance de pas être touché directement par la pandémie. Mon corps du coup a été mis en repos forcé et je pense que ça m'a fait du bien parce que hormonalement mais je savais plus qui j'étais quoi. Ah, tu prends cher au niveau Ouais, des voilà. hormones. Et puis évidemment, Bien ça a sûr. des répercussions sur mes humeurs à la maison. J'avais plus de patience, j'étais hypersensible. Donc pour Aurore qui vivait ça déjà depuis le mois d'octobre, on pouvait plus aussi. Charlie peut-être aussi le ressentait. Donc ça a été une pause finalement très bénéfique. Et assez vite la clinique. Alors eux, ils sont très forts aussi, mais ils vous relancent. Ils vous disent alors, vous venez quand faire le quatrième essai Et en fait, dès le déconfinement, alors que les frontières étaient pas ouvertes encore à tout le monde, ils nous ont dit on peut vous faire un papier et vous pouvez une sorte de dérogation médicale et vous pourrez passer la frontière et venir faire un quatrième essai. Ce quatrième essai, ils m'ont suggéré de le faire avec un dosage 2 fois moins fort, qui est le dosage en fait français. Moi, je leur dis, je comprends pas pourquoi vous voulez que je fasse un dosage moins fort alors que ça n'a pas marché. Mais ils me disent, en fait, votre corps à chaque fois a très bien réagi. C'est-à-dire que, en gros, pour avoir un bébé, il faut un follicule. Moi, j'en avais 12, 13, 14. Donc, à chaque fois, ils me disaient même, oula, vous êtes sûr que vous voulez faire l'insémination parce que là, vous avez vraiment un très très fort risque de grossesse multiple. Et bon, au final, je n'étais même pas tombée enceinte, quoi. Et ils m'ont dit, là, on va y aller plus doucement aussi. Ce sera moins difficile psychologiquement, vu que votre corps réagit bien. Voilà, vous ne tombez pas enceinte, c'est dû à rien, la nature. Voilà, ça ne veut pas, ça veut pas prendre. Et donc là, en plus, on n'était plus avec le même donneur. Donc c'était ça qui était compliqué aussi à un peu accepter au début. C'est que là, il y avait plus de stock. Et donc au mois de juin, on a pu retourner pour notre dernier et quatrième essai, avec un dosage moins fort, où mon corps a moins réagi, mais a suffisamment réagi, c'est-à-dire que j'avais peut-être 2 follicules qui étaient mûrs à bonne taille, au lieu d'en avoir 12 ou 13. Mais 2, c'est suffisant, parce que pour avoir un enfant, il en faut 1. Donc, c'était suffisant. Et là, on est arrivé et tout était un peu réuni. C'était incroyable, parce qu'on était dans la salle... à chaque fois, on avait un médecin différent qui me faisait l'insémination. Et là, on a réussi à avoir le même médecin qui m'avait fait l'insémination pour Charlie. Le coup, ça avait marché. Et donc on est allé dans son bureau et dans la salle d'auscultation, c'était super parce qu'en fait il y a des photos, les murs sont remplis de photos de bébés nés par PMA dans leur clinique, et il y avait la photo du faire-part de Charlie. Et c'était trop bien, je me disais ah oui, là on s'est dit avec Aurore ça va marcher, c'est sûr. Là ça y est, je suis reposée, on a passé 2 mois en confinement et on a notre petite Charlie en photo à côté de nous, c'est le même médecin, la même pièce, c'est sûr ça marche. Et vraiment, on l'a ressenti tout de suite. Et dans les semaines qui ont suivi, moi, je le ressentais. Je disais, oh, je pense que ça a marché cette fois-ci. Tu le savais, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, je sentais les choses différemment. 15 jours après, j'ai le jour de notre anniversaire de mariage. Ce qui est drôle, c'est que je me suis réveillée en me disant, allez, c'est le jour du test de grossesse. J'ai fait le test de grossesse et il était négatif. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'y croyais pas. Et je disais, oh, mais c'est dingue, c'est pas possible, c'est de l'acharnement, quoi. Et j'étais déprimée, je pleurais, j'étais en colère. Et je disais, oh, c'est pas si j'y crois pas, je sais que je suis enceinte, quoi, ça m'énerve. Et je disais, oh, écoute, j'ai une ordonnance pour faire la prise de sang, je vais aller faire cette prise de sang quand même, me confirmer que c'est bien négatif. Aurore qui
qui osait rien me dire, qui me voyait un peu, je sentais qu'elle osait pas me dire non mais accepte, juste ça n'a pas marché quoi. Et je lui dis non mais vraiment, et puis plus tard dans la matinée, je lui ressors le test de grossesse que j'avais jeté à la poubelle, je dis regarde, c'est pas une barre, mais si on veut vraiment la voir, il y a peut-être une barre bleue, je te jure. Et j'ai fait la prise de sang, et en fait j'étais enceinte. Et à un taux très faible, mais j'étais enceinte quoi. Là, je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, quand même, cette toute petite barre bleue là qui était à peine perceptible, elle était quand même là, Elle était quoi. vraiment Je là, suis quoi. enceinte. Ouais. Oh, et ça a été un soulagement, mais j'étais. En fait, j'avais même dit à Aurore quelques semaines avant, je lui avais dit, c'est tellement difficile la PMA que je pense qu'on va s'arrêter à 2 enfants en fait. Vraiment, Ouais. et c'est une décision qu'on a un peu prise toutes les deux pendant cette période-là parce que je me suis dit, là, à un moment donné, je vais bien tomber enceinte. Mais je veux pas recommencer tout ça, je veux plus, je supporte pas, psychologiquement, j'y arrive pas, quoi. Je me sentirais pas d'y retourner encore pour un 3e enfant. Donc, Ouais. C'est vrai que la voilà. PMA te fait revoir ta définition de la famille avec laquelle tu as grandi. Enfin, tu disais que toi, tu t'étais fait une vision de la famille en grandissant, quoi, que tu avais un peu ta famille idéale, tu savais que tu voulais une famille nombreuse, etc. Et qu'on veuille une famille Ouais, nombreuse ou pas, d'ailleurs, la ouais. PMA est pas évidente. Moi, je sais que mon gynéco m'a dit, vous savez, soyez content d'avoir un enfant. La plupart des gens comme vous, alors tu sais pas trop ce que ça veut dire comme vous, mais Mhm. euh, s'estiment heureux d'avoir un enfant et s'arrête là, quoi. Et tu dis, mais c'est pas ça en fait que je veux. Enfin, si tu veux, Ouais, c'est pas à toi de définir mon projet familial, quoi. C'est ouais. pas Là, c'est facile. exactement ça. Et là, je me suis dit, tout est remis en question, quoi. Et Ouais, bien sûr. je me suis dit, bon, allez, on se concentre sur cette grossesse. Et j'étais très, très, Bah très ouais, heureuse, avec une ouais. peur bleue que ça ne marche pas. Bizarrement, quand je suis tombée enceinte de Plus stressée que Charlie, la première fois. ah ouais, plus Hmm. stressée, et surtout j'ai ressenti tout de suite que cette grossesse était très différente, c'est que j'ai été très malade tout de suite. Charlie, je n'ai pas Ah ouais. eu, j'ai eu vaguement un peu des nausées. Enfin maintenant avec le recul, je me dis c'était pas du tout des nausées. Hein. Maintenant je sais ce que c'est que d'avoir vraiment des zones des nausées. Ouais. J'ai passé l'été, donc j'ai appris que j'étais enceinte le 20 juin, donc Mhm. 2020 là cette année, et j'ai passé l'été assise ou allongée, à ne rien faire, à Ouais. être malade en permanence. J'étais pas bien en permanence, des douleurs Ouais, partout, c'est dur. mal au ventre, envie de vomir, mal à la tête, épuisée, mais épuisée. Ce qui fait que très vite, en fait, on a annoncé à tous les gens qu'on a fréquentés cet été, c'était impossible de le cacher que j'étais enceinte. Donc on l'a dit Ouais. à nos meilleurs amis, la famille, on l'a balancé à tout le monde parce que je pouvais pas le cacher. J'étais malade, Ouais. incapable de faire la moindre activité. Et ce qui est fou aussi, c'est que mon ventre, alors pour Charlie, mon ventre s'est vraiment arrondi assez tard, plutôt à partir de 4 mois. J'étais même très frustrée au début de la grossesse parce que je fantasmais une grossesse avec un gros ventre et qu'en fait, au bout de 4 mois, ça se voyait à peine. Et là, au bout de 1 mois, on avait l'impression, enfin, j'ai passé l'été, j'avais un ventre rond. C'est-à-dire que partout où j'allais, on me disait, ah, mais oui, vous êtes enceinte, madame, d'au moins 4 mois. Alors je dis, bah non, je suis enceinte à peine de 2 mois, quoi. Ouais. Et j'avais un ventre qui était, alors c'est la mémoire du corps, j'imagine, mais Ouais. j'étais enceinte, donc c'était impossible à cacher. Enfin, j'ai un maillot de bain, on voyait que ça. Je prenais des photos pour mon compte Instagram en essayant de cacher que j'étais enceinte, de dos, etc. Parce que j'avais un ventre, c'était incroyable, quoi. J'avais des tiraillements partout, puis des nausées, des nausées. Et vraiment, je me disais, c'est une grossesse tellement particulière. Euh, Tout était très bizarre et je ressentais aussi énormément la présence du bébé, quoi. Pareil pour Charlie, ça a mis, il a vraiment fallu attendre les premiers coups dans le ventre, vers, je sais pas, 4-5 mois pour que vraiment je commence à me dire, ah oui, j'ai un bébé dans le ventre. Là, je sais pas comment dire, c'est très intuitif, mais je me sentais pas seule, quoi. Je me réveillais, Ouais. je me sentais vraiment en osmose avec ce Une bébé connexion dans mon corps. particulière, quoi. Ah ouais, vraiment. Et ce bébé qui pourtant me rendait tellement malade, quoi, qui m'épuisait. Mais j'osais pas me plaindre parce que je me disais, je suis enceinte, c'était le 4e essai, Ouais. on est passé à ras, mais ça y est, c'est bon, quoi. Et voilà, et donc on a commencé à faire tous nos projets pour la naissance. Je devais accoucher normalement au mois de mars, voilà. Et premier écho du premier trimestre, j'en avais déjà eu une de contrôle, je sais plus, à 1 mois et demi de grossesse, où tout allait Mhm. bien, il y avait un cœur qui battait, voilà. Je faisais mes petites prises de sang, toxo tous les mois, voilà. Et la première écho vraiment du premier trimestre était prévue fin août. Et en fait, on était chez mes parents et on devait le lendemain prendre la route. Ils habitent en Bourgogne, on devait retraverser la France avec Charlie toutes les trois pour rentrer à Dax chez nous, fin des vacances. Mhm. Et puis dans la nuit, j'ai eu un peu mal au ventre. Et puis j'ai vu que j'avais des tout petits saignements.
mais vraiment pas grand-chose. Et donc j'en parle à Aurore. Je commençais un peu à stresser, j'avais le cœur qui battait vite. Je suis entrée un peu en phase d'angoisse. Et pourtant, même pour Charlie, j'avais des tout petits saignements et je lisais partout, hein, parce qu'évidemment, on allait sur Internet comme tout le monde, que au premier trimestre, c'est normal d'avoir des petits saignements, que c'est pas grave, etc. Donc inquiète un peu. En fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et en même temps, j'essayais de me rassurer et de me dire bon, allez, c'est Ouais. aussi que cette grossesse, elle est un peu éprouvante là depuis le début. T'es fatiguée, Ouais. c'est normal. Et puis j'avais hâte qu'on rentre à Dax parce que je savais que peut-être 4 jours après, il y avait l'échographie et qu'on allait vraiment voir notre bébé. On sait que la première écho des 3 mois, c'est trop bien. On voit un profil, on voit une tête, Bien des sûr. bras. J'avais hâte, quoi. Et, et sur la route de la Bourgogne pour aller à Dax, j'avais quand même sacrément mal au ventre et je dis oh écoute, je vais appeler les urgences quand même à Dax, ils me connaissent bien, c'est là que j'ai accouché et tout. Je vais les appeler pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et donc je les appelle et ils me disent oh bah écoutez, à votre arrivée, venez nous voir tranquillement quand même, on va faire un petit contrôle. Et donc on a roulé toute la journée, on a fait 8 heures de route où j'étais assise et les douleurs augmentaient. Et donc je suis arrivée à la clinique. Aurore a dû voilà, forcément, on est arrivé de 8 heures de route, elle est arrivée, elle est vite rentrée à la maison, elle m'a déposée aux urgences. Elle est rentrée avec Charlie et donc je suis allée aux urgences. Et, et là, d'abord, la médecin m'a posé plein de questions, l'interne, et puis après, elle m'a dit bon, écoutez, je pense que ça va, tout va bien. Elle m'a dit je vais vous ausculter quand même. Elle m'ausculte, elle me dit non, bah le petit saignement, c'est juste votre utérus qui est un petit peu friable, ça arrive. A priori, tout Mhm. va bien. On fait une petite échographie quand même de contrôle. On va écouter le cœur du bébé. Moi, j'étais trop contente parce que je me suis dit ça y est, j'étais soulagée. En fait, l'instant où elle m'a auscultée, je me suis dit bon bah c'est bon, elle est pas en train de voir que Ouais, je suis en bien train de sûr. faire une fausse couche ou quelque chose comme ça. Et j'étais presque contente de me dire ah là là, je vais voir mon bébé un peu en avant-première avant la fameuse écho Ouais, des bien 3 mois sûr. avec Aurore. Je vais le Mhm. voir tout de suite et tout. Et voilà, elle me met le gel sur le ventre et tout. Elles étaient deux. Et là, elle allume l'appareil, etc. Elle met le son et on entend un rien en fait. Enfin, le son du micro, rien. Ouais. Elles se regardent toutes les deux et elles tournent l'écran vers elle. Et elle me cache la vue de l'écran, quoi. Sur le coup, je suis un peu piquée. Je me dis, mais moi aussi, je veux voir mon bébé. Ouais. Et là, je comprends, en fait, parce qu'elles ne disent rien. Il se passe, j'ai l'impression qu'il s'est passé plus de 10 minutes, mais il s'en est peut-être passé qu'une ou deux, j'en sais rien. Mais un silence morbide. C'est exactement ça, c'est un silence morbide. C'est-à-dire, personne ne disait rien, aucune de nous trois. Et j'ai compris, quoi. Je me suis dit, là, il y a un problème, en fait. Elle me cache l'écran, elle disait rien, elle se lance des regards, et en fait, je me suis dit, elles sont en train d'essayer de préparer leurs phrases pour m'annoncer avec le plus de douceur possible qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Je l'ai compris, et moi, toujours très poli, très sage, au lieu de peut-être réagir comme une autre femme en disant mais dites-moi ce qui se passe ou laissez-moi regarder, j'en sais rien, je disais rien et je me disais les pauvres, c'est horrible pour elles, elles doivent m'annoncer un truc hyper dur et ça va pas être simple comme métier. Euh, Ouais. et j'attendais patiemment comme ça et j'attendais le verdict et là elles se sont regardées et donc l'une s'est lancée en me disant écoutez il y a pas d'activité cardiaque. Euh, je pense que le cœur de votre bébé il s'est arrêté. Elle me dit là, d'après la taille qu'il fait, en fait, je pense que le cœur s'est arrêté il y a déjà au moins 2 semaines. Et donc ça a été Ah, un choc immense pour moi parce que parce qu'évidemment il faut encaisser la nouvelle et puis il faut encaisser que ça fait 2 semaines, 3 semaines. Enfin en fait, elle savait pas trop me dire et je me disais mais ça fait 2 ou 3 semaines qu'en fait ça veut dire je crois que je suis enceinte mais en fait je suis déjà plus. Il était déjà plus là, il était plus avec moi alors que encore hier j'étais clouée au lit parce que j'avais des nausées. Enfin je comprends pas. Je bien comprends sûr. pas. Et puis il est déjà plus là et c'est vraiment ça qui m'a manqué aussi dans les jours qui ont suivi. C'était j'ai pas pu dire au revoir. En fait, j'ai pas été alertée avant. Mon corps m'a envoyé aucune alerte. Mon corps Ouais. m'a envoyé des hormones à tout va. T'es enceinte, ça. Voilà. Aucun. J'ai pas eu ce truc de pouvoir dire au revoir à l'instant T, quoi. C'était déjà trop tard. Il était déjà Mhm. plus là, quoi. Et voilà, ils m'ont dit, bah, écoutez, ce qu'on peut vous proposer, c'est deux solutions. Soit vous prenez des médicaments pour déclencher une fausse couche, soit on vous fait ce qu'on appelle une aspiration, donc sous anesthésie générale, voilà, et on le retire, quoi. Et je dis bah écoutez, je sais pas, je préfère une aspiration. En plus, j'ai une maladie du sang, c'est une forme d'hémophilie, donc on voulait prendre aucun risque d'hémorragie. Bien sûr. Euh, et elles m'ont dit bah voilà, du coup l'aspiration, là, votre bébé, il est plus là déjà depuis enfin il est plus là, il est plus vivant, il est mort depuis déjà 2 semaines.
Donc vous pouvez rester encore comme ça un moment. Enfin, visiblement, mon corps n'avait pas envie de l'éjecter. Mon corps n'avait pas encore compris, mon cerveau n'avait pas compris en fait, encore qu'il n'y avait plus rien dans mon ventre. Ils m'ont dit on peut programmer ça pour la semaine prochaine tranquillement, rentrez chez vous, etc. Et puis on se rappelle demain, on verra, on fera ça d'ici une semaine. Ça doit être, très tout cet épisode est très difficile, ouais. mais aussi te dire du coup que tu continues à porter un enfant qui n'est plus vivant. Ça a pendant été tous ces jours, ça doit être hyper long. En fait, je suis rentrée à la maison et le hasard fait qu'on avait des amis qui arrivaient le même jour pour passer la semaine à la maison. Donc, c'était très compliqué parce qu'à la fois, j'étais contente d'avoir une de mes meilleures amies à te retrouver. Et en même temps, j'étais pas seule, quoi. Donc, ils m'ont soutenue dans cette épreuve, mais en même temps, moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, d'aller comme un robot m'allonger dans mon lit, enfermer les rideaux et puis sortir. Bien sûr. Maintenant, j'ai une amie qui est là avec son compagnon, son fils. J'ai ma petite fille qui est là, j'arrive, elle me saute dans les bras, la soirée continue, il faut être là, quoi. Donc ça a été un choc et puis ils ont été très sympas. Tout de suite ils m'ont dit bon allez on va commander un repas et puis ils ont sorti du vin parce que c'était quand même encore les vacances à la maison et ils m'ont proposé un verre. Et moi ça fait 3 mois que j'ai pas bu d'alcool et évidemment je pourrais boire du vin et puis peut-être que ça pourrait me faire du bien de boire un coup ce soir, de me détendre un peu. Mais j'étais incapable de boire du vin. J'avais le verre devant moi et j'y arrivais pas. Et je me disais, mais non, mon ventre, il est là. Enfin, j'ai encore le ventre, j'ai un ventre rond, je suis enceinte. Enfin, j'y arrive pas, quoi. En fait, mon cerveau buguait complètement. Vraiment, il y avait plus de connexion entre mon cerveau, mon corps, j'avais encore, vu que je continuais de prendre de la progestérone, enfin, des hormones, j'étais encore sous hormones aussi. Enfin, c'était une sorte de bug. Mon corps était frisé, quoi. Mon corps et ma tête ne savaient plus ce qu'il fallait faire, penser, etc. On savait plus dans quel état j'étais. Je suis enceinte, peut-être, oui, non. Et voilà, j'étais à l'arrêt complet. Et je me suis couchée épuisée, profondément triste, évidemment. Aurore aussi était très triste. Elle raisonnait, et c'est ce que les médecins m'ont dit. Tout de suite, elles ont réagi en me disant, écoutez, la première chose qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas de votre faute. Et moi, je les ai arrêtés tout de suite. Et je leur ai dit, je sais que ce n'est pas de ma faute. Donc, n'essayez pas de me rassurer là-dessus. Pendant 3 mois, alors autant pour la grossesse de Charlie, j'ai fait du sport, j'ai continué de mener une vie totalement normale pendant 3 mois, mon premier trimestre de grossesse, je bougeais, je travaillais à fond et tout. Là, j'ai passé l'été à ne rien faire. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai fait aucun écart, j'ai arrêté le sport depuis 3 mois. Moi qui y vais, j'y vais 3 fois par semaine, je n'ai plus fait de sport. Enfin, j'ai tout donné pour ce premier trimestre, vraiment. Donc je sais que je ne pourrais rien faire de mieux, quoi. Donc je sais que c'est pas de ma faute et que c'est juste la faute à pas de chance, quoi. J'ai pas eu de coups dans le ventre, voilà. Donc oui, t'as pris toutes les précautions que tu pouvais. Ah ouais, vraiment. Donc je savais que ça servait à rien de me culpabiliser, mais j'en voulais à la vie, au bon Dieu, j'en sais rien, j'en voulais juste j'étais pas d'accord, quoi. Je dis non mais je suis pas d'accord, ça a déjà été tellement difficile ce parcours. Je suis pas d'accord avec ce résultat, quoi. C'est de l'acharnement, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que inconsciemment je me disais j'ai tellement galéré pour avoir cet enfant qu'il peut pas m'arriver une fausse couche, c'est pas possible, ça va arriver à d'autres femmes, ça m'arrivera pas à moi. Mais en fait, non, pas du tout, hein, ça m'arrive à moi aussi, quoi. Et voilà, donc je me suis couchée un peu en état de choc, je pense, vraiment, un peu comme c'est les mêmes étapes que le deuil, hein, tout simplement. La première réaction, c'est le choc. Et en fait, dans la nuit, vers 2 heures du matin, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, des contractions, mais affreuses. Vraiment. Et j'ai plié dans le lit et je disais, oh là 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 là, j'ai mal. Et je me pliais dans le lit, mais ça me rappelait mon accouchement, quoi. C'était des contractions. C'est ton cerveau qui avait compris et qui avait communiqué avec ton corps, quoi. Exactement. Et dans la nuit, vraiment, j'étais pliée dans le lit, etc. Puis Aurore me dit, écoute, viens, on va aux urgences. Je dis, non, mais attends, c'est bon, on va pas retourner aux urgences là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? On me dit, prenez un Doliprane. De toute façon, c'est trop tard. Le bébé, il est déjà mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus, quoi? Et elle insistait. Au bout d'un moment, vraiment, je tenais plus debout et puis je sentais qu'il se passait quelque chose de très fort dans mon corps et la douleur était trop forte. Je prenais du Doliprane, des choses comme ça, la douleur ne passait pas. Et Aurore me dit, allez, si, on y va. Elle insiste parce qu'évidemment, elle est inquiète. Je dis, bon, écoute, ok, je passe à la salle de bain avant, m'habiller, etc. Et c'est terrible, mais j'étais en train de me brosser les dents. Et là, je sens une poche éclater et je commence à me vider, quoi. Mais vraiment. Et là, j'ai couru aux toilettes et je commençais à me vider. Je me vidais de mon sang, c'était blanc, c'était du sang, c'était des caillots, c'était,
Et là, j'ai fait, OK, on va vite aux urgences, en fait. Et ça m'a soulagé la douleur instantanément. Donc, comme un accouchement. Surtout si t'es hémophile en plus, ça doit être oui, du coup, une angoisse c'était un peu double. impressionnant, du coup. Ouais. Donc là, on a vite allé aux urgences. On a revu les médecins, voilà, mêmes urgences et tout. Ils m'ont dit, bon, vous saignez comment? Et là, je me vidais de mon sang de moi. Je suis désolée, il y en avait partout. Oh là là. Et mon sculpté m'a dit, bah, écoutez, là, en fait, votre corps a démarré la fausse couche, quoi. Donc, c'est enclenché. Votre corps a décidé de le faire là. Je pense qu'effectivement, le choc psychologique, l'annonce, a fait que, ben, ça y est, d'un coup, mon cerveau et mon corps se sont connectés. Ils se sont dit, ah oui, bah, effectivement, tu peux pas avoir un bébé dans le ventre qui est mort. Il va falloir le sortir. C'est fou, hein, la nature, hein, c'est fou. C'est fou parce que ça faisait des semaines qu'il L'impact était là et psychologique. il a suffi qu'on me verbalise quelque chose pour que mon corps comprenne, quoi. Ouais. Et voilà, donc la médecin m'a aidée, elle m'a aidée à évacuer. Et donc évidemment, voilà, avec l'hémophilie, ça a été très impressionnant et voilà, j'ai été hospitalisée. Comme ça ne s'arrêtait pas 24 heures après et que c'était toujours aussi fort, douloureux, abondant, etc. On m'a proposé quand même de faire une aspiration en complément, en urgence, pour me soulager et s'assurer qu'à un moment, bah, j'arrête de saigner, tout simplement. Et donc là, j'étais dans la chambre, je me disais, bah, évidemment, Aurore était encore obligée de beaucoup être à la maison parce qu'on avait une petite fille, on avait des amis qui étaient à la maison, etc. Donc c'était des moments, en fait, dans tous les cas, je lui disais, ça sert à rien que tu restes là, c'est enclenché, ça va se faire, hein, ça, je me vide petit à petit, ça s'en va petit à petit. Et ça a été des moments d'une immense solitude, quoi, où j'avais regardé sur internet, j'avais vraiment lu cette phrase, voilà, où il écrit que la grossesse est une épreuve terriblement solitaire, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me sentais seule au monde avec ça, quoi, avec ça à vivre, à porter, et j'étais épuisée. Je savais plus, j'étais dans une tristesse profonde et ce qui me terrifiait, c'était de me dire qu'il allait falloir retourner faire une PMA. Et c'est drôle parce que les médecins comme Aurore, comme ma mère me disaient non, mais toi ne pense même pas, arrête de penser à la suite, au fait qu'il va falloir y retourner, pense à toi, essaie de te reposer, pense à l'instant présent. Mais c'est difficile de pas penser à la suite parce que quand on a un deuil, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on se dit toujours bah pense à plus tard, ça ira mieux, tu vas reprendre une vie normale, etc. Tu essaies de te projeter dans l'avenir pour te sentir mieux. Moi, je peux pas me projeter dans l'avenir parce que là, je me dis, si je me projette dans l'avenir, c'est ben, retour à la case départ, quoi. Il y a pas de meilleur avenir là tout de suite. Moi, les prochains mois, ça va être de retourner faire des piqûres, d'avoir à nouveau des douleurs, de reprendre des hormones, tout ça. Et c'était ça qui me déprimait encore plus, c'est que je voyais pas le bout du tunnel, quoi. Donc voilà, les semaines qui ont suivi. Et à aucun moment tu t'es dit bon bah on sera peut-être une famille de 3. Non, je crois pas. Ou est-ce que parce que tu dis enfin tu dis justement que t'as tout de suite pensé à la suite, quoi. Tu t'es jamais dit ras-le-bol. Ouais, non, je pense qu'en fait, c'est mon désir est très très fort, le désir d'Aurore est très très fort, et pour Charlie, je veux, et en plus parce qu'elle nous en parle, je veux qu'elle ait un frère ou une sœur. Et pour elle, je continuerai aussi. C'est quelque chose, je me sentirais pas de lui dire que j'ai pas eu la force de continuer. Je veux continuer. Mais c'est mais j'ai compris aussi en fait très vite là dans les semaines qui ont suivi, voilà, je suis vraiment passée par toutes les étapes du deuil, hein, la négociation, hein. J'ai eu des moments où je me disais non mais ils se sont trompés en fait parce que j'avais encore des restes d'hormones, etc. Mon ventre a mis un peu de temps à se remettre. Et des moments où je me disais bah non en fait ça se trouve je suis encore enceinte, quoi. Enfin vraiment mon cerveau buguait complètement, quoi. Et c'est reprendre plein d'habitudes, pouvoir à nouveau manger ce qu'on veut, boire du vin. Donc j'ai eu des moments où je négociais avec moi-même, enfin je négociais avec la vie, des moments où j'étais dans le déni complet, des moments où j'étais en colère, très en colère. J'ai eu la période de dépression profonde aussi. Finalement ça a été court parce que là cette fausse couche elle a eu lieu le 19 août, donc là on se parle, on est en octobre. C'est allé assez vite, mais j'ai eu cette période de dépression profonde où je disais oh je me réveille, j'ai pas envie de me lever.
Mhm. J'ai envie de rien. Il y a plus rien qui me fait plaisir. Il y a plus rien qui me fait envie. Je me sens juste profondément triste, quoi, et Ouais. fatiguée physiquement. Ça, je m'attendais pas à avoir un contre-coup aussi fort, quoi. J'avais des douleurs partout, de la tête aux pieds. Je pouvais pas, je pouvais plus rien faire, quoi. J'étais, Ouais. mon corps était épuisé, quoi. Et je suis allée voir un ostéopathe, je prenais des antidouleurs, etc. Et ça n'y faisait rien, quoi. Et à un moment, je suis allée voir un médecin en disant, bah, je pense que j'ai besoin de prendre un traitement médical. Je pense qu'il faut que je fasse des examens complémentaires parce que vraiment, là, je dois avoir un gros problème. Et elle m'a dit, non, mais attendez, je dis, ça fait combien de temps? Je lui ai dit, ça fait 2 semaines. Elle me dit, mais bah, attends, vous croyez C'est tout vraiment que frais. votre corps, il va se remettre de ça en 2 semaines? Elle dit, vous avez accouché. Vous avez vécu un Ouais. accouchement. Elle dit, et vous avez même pas ce truc quand on accouche où on a les hormones qui font que, ah ben, on arrive à se lever la nuit même si on a accouché parce que on a l'euphorie d'être mère, quoi. Vous avez même pas ça. Donc, Ouais. elle me dit, vous reviendrez me voir dans 2 semaines. Si toujours dans 2 semaines vous avez toujours d'aussi grosses douleurs, on envisagera quelque chose. Mais là, en fait, madame, faut juste accepter Mhm. que ça va être long. Et j'étais frustrée parce qu'en fait, j'avais envie au moins de pouvoir reprendre le sport ou reprendre physiquement une vie normale pour compenser ma Mhm. tristesse. Essayer d'au moins de voir le bon côté des choses en me disant, bah oui, bah au moins maintenant tu peux retourner au sport, tu peux bouger, tu peux. Ben non, mais en fait, j'étais encore plus fatiguée que quand j'étais enceinte, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc les semaines sont encore passées. Au bout d'un moment, je suis même allée voir une énergéticienne. J'avais jamais pratiqué comme ça. J'avais jamais rencontré une énergéticienne et elle m'a fait un bien fou parce qu'elle était spécialisée vraiment pour les femmes. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me disais, j'ai l'impression de pas réussir à avancer, d'être polluée, quoi. Je me sens polluée par ces épreuves. J'ai besoin j'ai besoin de repartir à zéro, quoi, de me retrouver et de sortir de Mhm. tout ce parcours de PMA qui dure depuis un an et de recommencer à zéro et de retrouver mon énergie et de me tourner vers l'avenir, quoi. Et donc elle m'a accompagnée. Ouais. C'était il y a 3 semaines là que je l'ai vue et le changement a été incroyable. C'est-à-dire que, alors que ça marche, Ah ouais. on y croit ou qu'on n'y croit pas aux énergies, en tout cas, moi, je suis repartie de zéro, quoi. Et là, ça fait 3 semaines que je Ça t'a me fait du sens bien. bien. Et mais même bien mieux Ah waouh. qu'avant les premiers essais de PMA il y a un an, quoi. Euh, je me sens bien parce que ça y est, j'ai retrouvé mon énergie parce que j'ai plein de petits outils que j'utilise au quotidien, comme un journal de gratitude. J'ai recommencé à écrire beaucoup parce que l'écriture a toujours fait partie de ma vie et là j'étais complètement paralysée, je savais plus écrire. Donc j'ai recommencé à écrire. Je médite tous les jours. Je vais au sport 3 fois par semaine. Je respire beaucoup. J'essaie de m'apaiser énormément, quoi. Et en fait ça a été le meilleur traitement que j'ai eu et qui fait que là Mhm. aujourd'hui je me sens bien et je me sens même prête à y retourner. C'est ça qui est fou, c'est que quand j'ai fait cette fausse couche avec Aurore, on s'est dit ah non mais on n'y retournera pas avant 2021, c'est sûr, quoi. Voire encore plus tard s'il faut. Et Et en en fait, fait là, mais ouais. pour tout te dire, j'ai vu le médecin généraliste ce matin qui m'a refait mes ordonnances pour à nouveau recommander tous les traitements médicaux. Et on va y retourner, quoi, dans les prochaines semaines. Je veux y retourner parce je me sens à nouveau combative, je sais pas comment on dit, mais je me sens à Mhm. nouveau cette énergie et cette force pour y retourner. Et je me sens même plus Ouais. sereine que je ne le pensais. C'est que j'avais peur, je disais Aurore, j'ai peur que ça m'ait enlevé que cette fausse couche m'ait enlevé ma naïveté, ou je sais pas, mais qu'elle m'ait enlevé un peu de Mhm. légèreté dans tout ça. C'était déjà pas facile de faire une PMA, mais il y avait quand même cette beauté de la Bien sûr. grossesse, etc. Il y avait quand même quelque chose de un peu magique, quoi. Et en fait, là, même ce petit rien qui me restait, ça me l'a enlevé. Et ça, c'est vrai, je pense que malheureusement, ça me l'a retiré. C'est que je sais que si je retombe enceinte, je vivrai pas cette grossesse de manière sereine comme j'ai pu la vivre pour Charlie ou voilà. Je sais que ça s'est terminé. Ouais. Donc il a fallu aussi faire ce deuil de ça, me dire que plus jamais je serai totalement sereine. Maintenant, je suis préparée à faire le prochain essai, mais je suis préparée à ce que ce soit un échec. Voilà, j'y crois, je vais faire de mon mieux, mais je me prépare à ce que ce soit difficile.
Et j'ai eu une bonne nouvelle récemment parce que du coup, D'accord. j'ai appelé la clinique et je leur ai dit, voilà, j'ai envie d'y retourner. Mais vous m'aviez dit que vous m'accompagnez uniquement, enfin, que les cliniques accompagnent uniquement pour 4 essais. Malheureusement, j'ai grillé mes vies. Hein. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, j'ai plus de vie. Et ils m'ont dit, écoutez, comme vous êtes tombée enceinte au 4e essai, on considère que ça a Ouais, ça, marché tu en remets fait. à zéro. Donc Voilà, c'est voilà, ça. vous repartez avec 4 vies. Et ça m'a tellement soulagée parce que ça me retire une pression, quoi. Même si moi j'y peux Ouais. rien, que ça marche ou ça marche pas, c'est pas de mon ressort. Il s'agit quand même de moi et de mon corps. Donc euh, Mhm. je peux repartir de zéro et ça m'a soulagée, quoi. Vraiment, 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 quoi. Ouais, Ah un ouais. point en moins. En fait, j'ai l'impression que là, ça a été une année neutre, un peu une année qui voilà, Ouais. d'essais, etc., qui était compliquée. Et là, je reprends de manière plus sereine. Je reprends aussi parce que je me sens différente et que j'ai l'impression que cette Mhm. épreuve comme on dit, hein, c'est bateau, mais ça rend plus fort. Voilà, je me sens plus bizarrement plus Mhm. armée. Alors après, j'ai totalement conscience aussi que là, je parle, je ne suis pas sous hormones. J'ai repris un cycle normal et tout, je suis bien. Je sais que quand je vais reprendre les piqûres d'ici quelques semaines, mon comportement et Ouais. mon mode de pensée vont à nouveau être chamboulés. Ce sera pas moi, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. J'ai essayé Mhm. de m'y préparer et j'ai demandé aussi à voir si elle était prête aussi à me supporter à nouveau comme ça, parce que je suis pas une sorcière, hein, je suis pas affreuse au quotidien et je pense qu'il y a des nanas qui sont elles comme ça vraiment tout le temps. Moi, c'est juste que je suis de nature très souple, très cool, très positive, etc. Mais que quand je suis sous hormones, je suis je Ah, ouais, personne contrôle voilà. rien, hein. Et que malheureusement, j'y peux rien et que c'est comme ça et que j'ai besoin d'être très entourée, très soutenue, de pas être contrariée parce que très vite, sinon, ça va partir en larmes, en colère, voilà. Après, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des outils comme voilà la Ouais. méditation, l'écriture, etc., qui vont me permettre de relativiser un petit peu plus. Et maintenant, je ne peux Ouais. qu'espérer que ce deuxième enfant, on l'ait, quoi. Mais ça a été compliqué parce que quand je suis Bien sûr. tombée enceinte là pour cette dernière grossesse qui s'est mal terminée, au début, j'osais pas ranger tout mon matériel d'injection, les médicaments et tout, j'osais pas les ranger les premières semaines. Et en fait, à un moment, au bout d'un mois de grossesse, je me suis dit, allez, accepte que là, ça y est, c'est terminé, la PMA, c'est fini. De toute façon, on n'y retournera plus, c'est fini, fini, fini. Donc, voilà, comme je disais, j'avais même Mhm. dit à Aurore, on fera pas plus de 2 enfants, parce que de toute façon, je supporte plus de faire tout ça. Donc là, je me suis dit, c'est fini, je range Ouais. tout, je les ressors plus jamais, quoi. J'étais trop contente de me dire que je pouvais ranger ce matériel-là, quoi. Et ça a été une vraie épreuve quand il y a quelques semaines, j'ai dû le ressortir. Voilà. Ça a été vraiment Ouais. un échec, quoi. J'ai rouvert ma boîte et puis j'ai ressorti la seringue, les cachetons, tout ça, revoir le stock, réouvrir mon classeur qui s'intitule PMA. Euh, Là, je me suis dit bon vraiment retour à la case départ, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué, mais Ouais. en fait la réponse elle est simple, c'est que j'ai pas le choix, quoi. C'est pas je peux pas me dire ah ça arrivera peut-être à un moment par magie, naturellement. Non, C'est ça, tu peux pas attendre que il y a ça pas aille de plan B naturellement. en fait. T'es obligé de il y a pas Non, d'attente passive, je suis quoi, bien obligée sûr. de à un moment dire j'y retourne, j'y vais, on y va, c'est reparti. Et ça doit Ouais. venir de moi Ouais. parce qu'Aurore elle peut pas le faire à ma place. Elle peut m'accompagner, mais elle peut pas comprendre Ouais. complètement ce que je vis. J'ai la chance d'être avec Mhm. une femme déjà parce que et je sais qu'il y a des couples hétérosexuels quand ils sont en parcours de PMA, c'est compliqué parce que l'homme comprend pas forcément ce système de cycle, d'hormones, de voilà. Moi j'ai la chance d'être avec Ouais. une femme qui du coup comprend ou en tout cas Ouais. comprend un maximum, essaie de comprendre un maximum ce que je ressens. Donc elle sait que elle aussi elle a des règles. Elle sait que quand on va avoir ses règles, on a envie des fois Ouais. de tout envoyer balader, on est hypersensible. Elle comprend tout ça. Mais C'est vrai que c'est une ouais, sacrée chance. c'est plus simple de lui expliquer. Mais bon, parfois, hein, elle comprend pas non plus, hein, forcément, parce que quand on est sous hormones, Bien mes sûr. réactions des fois sont totalement démesurées. Donc ça me fait un peu peur de retourner C'est là-dedans, clair. de me dire que alors que je viens juste de trouver un équilibre où enfin je me sens bien et je sens que j'ai fait mon deuil. Mhm. C'est compliqué de me dire qu'il faut y retourner, mais je sais que j'ai pas le choix. Je veux pas me laisser abattre. Ouais. Voilà, je veux pas que le Déterminé. temps passe trop non Mhm. plus. Je suis du genre à vouloir que les choses arrivent et pas trop tard. Et voilà. Et donc, comme on l'a dit, Aurore, elle a eu 41 ans là. Si jamais j'arrive à tomber enceinte dans les prochains mois, elle aura son deuxième enfant à 42 ans. Euh, Mhm. voilà, le temps passe, quoi. Donc, il faut pas traîner. Et puis, Bien c'est sûr. pour un troisième,
on verra plus tard, quoi. Voilà. Chaque chose en son temps, t'as bien raison. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit, c'est une citation, je crois que tu disais que tu avais lu, la grossesse et la fausse couche sont des événements qui isolent profondément les femmes. Ouais, C'est quelque chose que tu as décidé du coup de partager sur ton blog et sur tes réseaux sociaux. ouais. Il y a quelques jours, alors c'était pas une fausse couche, mais Chrissy Teigen et John Legend, je sais pas si tu as Oui, suivi, ont partagé oui, donc la nouvelle de la perte de leur enfant qui est décédé, je crois, vers la moitié de la grossesse ouais. de Chrissy. Il y a eu tout un tollé et encore maintenant que personnellement, à titre très personnel, je trouve assez scandaleux dans la presse, dans les médias sur le fait d'en parler, sur le fait d'avoir nommé l'enfant, etc. Et je voulais savoir un peu, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as envie de dire éventuellement aux détracteurs en fait de cette voilà de leur initiative. Ah, moi, je trouve ça tellement bien qu'on en parle parce que, Ouais. moi, je vais te dire que le sujet de la fausse couche, moi, par exemple, mes parents ont perdu un enfant avant moi, avant ma naissance, un enfant qui est né avec une malformation cardiaque et est décédé à 6 mois, pas 6 mois de grossesse, hein, vraiment 6 mois, et donc ça a toujours un poids énorme dans la famille. Et ce que j'ai découvert très tardivement entre deux conversations avec mon père, c'est que après ce décès qui a été tragique pour mes parents, ma mère est Mhm. tombée enceinte à nouveau et elle a fait une fausse couche assez tard aussi. Et ensuite, elle est tombée enceinte et c'était moi et donc tout s'est bien passé. Euh, et c'est fou parce que je me suis dit mais ma mère n'en a jamais parlé quoi. Elle m'en a jamais parlé. Et c'est mon père un jour qui me l'a dit. Et j'ai jamais osé aborder le sujet avec ma mère. Et quand j'étais à l'hôpital après la fausse couche, ma mère m'a appelée et elle m'a dit, je sais ce que tu as vécu, etc. Et elle a commencé à me raconter sa fausse couche. Et j'ai me dire, mais Ouais. pourquoi t'en as jamais parlé? Et en fait, je sais plus, quelques jours après, j'étais chez un médecin, puis j'étais chez l'esthéticienne. Et en fait, à chaque fois, tout le monde me dit, ah bah oui, moi aussi j'ai fait une fausse couche, c'était des jumeaux, moi j'ai fait une fausse couche. Et à chaque fois, les femmes me disent, ça m'a marqué à vie. Et je l'ai Mm. vécu de manière très seule et j'en ai jamais parlé, ou il y a que mon mari qui sait. Alors que c'est des choses qui te marquent à vie. C'est-à-dire que tu n'en pleures pas toute ta vie, mais tu y penseras toute ta vie. Et même souvent quand c'est des IVG, même quand c'est volontaire, quand certaines femmes se font avorter, Ouais. elles y pensent toute leur vie, même quand c'est leur décision, quoi. Et je trouve ça fou. J'ai réalisé, j'ai l'impression que toutes les femmes autour de moi, et c'est pour ça, quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que je recevais tous les jours des centaines de messages de femmes qui me disaient qu'elles l'avaient vécu. Et j'ai trouvé ça fou qu'il n'y ait pas plus de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne s'en parle pas, quoi. Effectivement, qu'on en parle ou pas, c'est quelque chose qu'on vit de manière très solitaire, mais ça doit pas être tabou. Et je pense qu'il y a encore, c'est encore des sujets sur. On commence à peine aujourd'hui à assumer le fait qu'avoir un enfant, ce ne soit pas si simple et que ça ne se passe pas de manière magique. En 2 mois, on essaie, hop, 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 on tombe enceinte, comme nos parents aimaient bien le faire croire, quoi. Donc aujourd'hui, on Ouais. commence déjà à peine à révéler, les couples en parlent de plus en plus, même hétérosexuels, hein, que c'est parfois Mm. compliqué, qu'il faut pas, parfois on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un accompagnement médical, etc. On commence à peine à aborder le sujet et à communiquer là-dessus. C'est de la PMA pour toutes fait qu'on en parle aussi beaucoup. Mhm. Euh, mais j'ai l'impression que la fausse couche est encore un sujet totalement tabou. Et en fait, moi, je me suis dit qu'il faut que j'en parle parce que je sais pas, il fallait que j'en parle, quoi. Je me Ouais. voyais pas ne pas le dire, quoi, parce que aussi je raconte un peu tout notre parcours et que je me suis dit, je veux pas faire croire à tous mes abonnés sur Instagram que tout va bien. Non, c'est pas vrai, ça ne va pas en ce moment. Mhm. C'est très douloureux ce que je vis et et je suis encore plus dégoûtée parce que c'est un parcours PMA qui est long et douloureux. Je peux pas ne pas en parler. Et effectivement, quand j'ai vu cette annonce publique d'une quand même de gens qui sont suivis par des centaines de millions de personnes dans le monde, j'étais d'une tristesse infinie pour eux et j'ai trouvé que ils sont pas obligés d'en parler. Mm. À aucun moment ils ont cette obligation de le faire, personne ne leur demande de le faire et ils en parlent avec beaucoup de simplicité et, et j'ai trouvé que c'était un énorme cadeau parce que je me dis quand on est suivi comme ça par des millions de personnes, en parler c'est faire un cadeau aux gens en fait. Elle en parle pas pour elle. Je pense. Cette Chrissy, elle en parle parce qu'elle sait que ça peut avoir un impact sur des millions de femmes qui vivent en ce moment ou l'ont vécu ou vivront peut-être une fausse couche. Donc c'est un Ouais. cadeau qu'elle fait aux autres. Et ça doit soulager beaucoup de femmes de se dire ah ouais ok, même une femme comme ça qui est multimillionnaire et qui a l'air de mener une vie de famille de rêve avec déjà ses 2 enfants, son mari, tout va bien, hop elle veut un troisième enfant, hop elle tombe enceinte, et ben
elle est humaine aussi et à elle aussi ça arrive, donc ça rassure beaucoup, quoi. Et sur le fait de donner un prénom, ça je peux totalement le comprendre. Moi, je m'étais avec Aurore, on avait des pistes de prénoms. Moi, j'ai dit à Aurore, je sens que c'est un garçon. J'ai toujours su, je sens que c'est un garçon. Et Aurore, elle, savait pas du tout. Enfin voilà, on faisait un peu nos paris toutes les deux. Et c'est drôle parce que la veille de la fausse couche, je suis tombée sur internet, je sais plus, je vois le prénom Stella, qui est un prénom féminin, et je dis Aurore, t'aimes bien Stella, ça veut dire étoile et tout. Aurore me dit ah non, j'aime pas du tout ce prénom. Donc bon, comme souvent on échangeait sur des prénoms. Et en fait, je sais pas pourquoi je pensais à Stella la veille, vraiment, je pensais à Stella étoile, et je me disais en fait c'est peut-être une fille, et peut-être qu'elle s'appelle Stella. Et je sais pas pourquoi, alors que enfin, c'était vraiment, ça a juste été une sorte de ressenti que j'ai eu, quoi. Et après la fausse couche, j'ai dit à Aurore, en fait, moi dans ma tête, ce bébé que j'ai perdu, qui est peut-être un garçon, peut-être une fille, peu importe, je l'appelle Stella, qui est même pas un prénom qu'au final on aurait choisi, mais qui me parle parce que c'est le dernier prénom auquel j'ai pensé juste avant cette fausse couche, parce qu'en plus ça veut dire étoile et que je pense que c'était un micro-signe, si on veut. Ouais. Voilà, donc ça je peux le comprendre aussi totalement, d'avoir besoin de donner un nom, d'avoir besoin d'en parler, il faut en parler, ou en tout cas il faut que les femmes aient cette liberté d'en parler ou pas, quoi. Parce que moi je pense que ma mère elle en a pas parlé parce que personne n'en parlait autour d'elle et que ça se faisait pas. Ouais, voilà. Et je pense qu'il faut il y a des femmes qui s'empêchent de communiquer sur le sujet, ou des femmes qui ont fait des IVG et qui osent pas en parler après parce qu'elles ont peur qu'on leur dise ah ben oui mais tu l'as bien voulu, quoi. C'est toi qui as désiré faire cet avortement, donc du coup tu dois te taire et puis continuer ta vie et faire semblant d'en être heureuse. Mais parfois il y a des femmes, moi j'en ai autour de moi qui ont avorté, même si elles ne regrettent pas leur geste 15 ans après. Enfin voilà, elles savent que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là. Et ben elles y pensent un peu tous les jours ou de temps en temps, et elles osent pas en parler parce qu'elles ont peur d'être jugées pour ça aussi, quoi. Et c'est aussi partie des choses. Ouais, voilà. Je pense que il faut juste, si on veut en parler, pouvoir le faire. Tu as tout à fait raison. Je partage tout à fait cette vision. Pour finir, j'avais une petite question. Est-ce que dans ces moments difficiles, autant d'attente dans ce parcours et puis plus récemment, suite à l'arrêt de ta grossesse, est-ce qu'il y a des choses que ton entourage proche ou moins proche d'ailleurs ont dit ou a dit, pardon, qui t'a fait du bien? On donne aussi pas mal de conseils aux femmes qui vivent les choses, mais parfois c'est aussi l'entourage qui galère, et je me demande en fait qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour accompagner un être cher qui passe par des moments super difficiles comme une fausse couche. Voilà, je me demande un peu, voilà, qu'est-ce qui t'a aidé, donc j'ai compris ce que toi t'as mis en place, mais voilà, l'influence de l'entourage sur tout ça. Moi, toutes les phrases qu'on a pu me dire m'ont plutôt mise en colère ou énervée, ou ne m'aidaient pas. Les phrases du type estime-toi heureuse, t'as déjà un enfant. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à en avoir un. Oui, bah enfin, on a plein qui me disent oui, bon, écoutez, vous avez déjà Charlie, c'est super, elle est super. En fait, pour moi, c'est très très distinct. Mon désir de deuxième enfant et le fait d'en avoir déjà un, c'est des choses très différentes, quoi. Je n'arrive pas je pourrais effectivement, oui, c'est vrai, j'ai déjà une petite fille, et oui, c'est vrai, il y a des couples qui galèrent pendant 10 ans, ils en ont même pas un. Mais j'accepte très difficilement cette remarque. Je sais pas, je sais plus c'est une youtubeuse qui dit ça, c'est une phrase qui me fait beaucoup rire, mais elle dit toujours, c'est pas parce qu'il y a la famine dans le monde que t'as pas le droit d'avoir la dalle à midi. Et ben c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a des couples qui ont bien plus de difficultés que moi à avoir un enfant que je ne dois pas souffrir de ne pas réussir à en avoir un deuxième, quoi. Voilà, je ne le contrôle pas, c'est un désir profond qui me réveille le matin et je me dis il me manque un deuxième enfant, je veux ce deuxième enfant, et je vais pas m'empêcher d'en parler ou de le vivre parce que il y a des couples qui ont plus de mal. Donc cette phrase que j'ai beaucoup entendue, je pense que au-delà de qu'est-ce qu'on peut dire pour aider une femme qui traverse cette épreuve-là, c'est qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que moi ça a dévalorisé ma souffrance, quoi. Ça l'a diminué, alors que c'était pas vrai. Ma souffrance, elle est là, elle existe, elle est pleine. Les phrases qui m'ont aidée, j'en parlais avec justement ma meilleure copine qui était chez moi là quand j'ai fait cette fausse couche, et je lui disais oh là là, mais plus jamais je me sentirais de retourner faire la PMA, d'y retourner, etc. Elle m'a dit un matin tu te réveilleras et tu
t'auras à nouveau cette force-là. Et ne cherche pas à la reconstruire, à falsifier quelque chose. Un jour, ce sera là et ça arrivera et ça marchera. Et ça, je sais pas, ça m'a aidé parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je suis prête, on y va. Et c'est un peu comme quand on est très triste, on a vécu un chagrin d'amour, qu'on a perdu l'amour de sa vie, et un matin, oui c'est vrai, un matin, tu te réveilles et t'es à nouveau prête à rencontrer quelqu'un, t'es à nouveau prête à retrouver le sourire, etc. Là c'est pareil, un matin j'étais prête. Comment entourer ces femmes qui souffrent d'une fausse couche comme j'ai pu le vivre, c'est éviter toutes ces phrases bateau, partager cette souffrance en fait. Je sais pas comment dire, c'est vraiment éviter de dire tu sais c'est Ça sert à normal, il y a rien beaucoup d'essayer de de la femmes. diminuer, quoi. Ouais, il Voilà. y a beaucoup. En fait, arrêtez d'essayer de relativiser. Ouais. Parce que relativiser, ça nous ramène. Moi, je trouve que ça ramène à ce truc de, écoute, tu devrais arrête d'en parler. C'est finalement quelque chose de très banal. Tu sais, une femme sur 5 fait une fausse couche. Tu sais, t'as déjà un enfant. Tu sais, c'est pas de ta faute, c'est la nature. S'il a pas survécu, c'est parce qu'il était pas viable. Je le sais, tout ça, c'est des choses qu'on sait. Enfin, je veux dire, sauf si la femme en doute et se remet en question, évidemment, il faut lui dire que c'est pas de sa faute. Mais si on sent que c'est juste une douleur, et ben c'est comme quand quelqu'un perd un de ses proches, quoi. Voilà, on dit pas arrête de pleurer, t'as perdu ton père, t'as encore ta mère, quoi. Voilà, c'est pas ça. C'est je te console, je te prends dans mes bras, je t'accompagne et je te souhaite bon courage. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Ça sert à rien d'avoir, je trouve. Après, peut-être que les Mhm. femmes auraient besoin de phrases bateau comme ça. Moi, je veux pas entendre des phrases bateau comme ça. Je peux plus les entendre, quoi, vraiment. Euh, non, c'est moi, je sais ce qui m'a fait le plus de bien, c'était les phrases qui me disaient je suis désolée pour vous, je souffre avec vous, je suis triste pour vous, bon courage Ouais. pour la suite, quoi. Voilà, c'est bateau, c'est fait finalement beaucoup plus simple que d'essayer de trouver des phrases superflues. C'est juste voilà, je suis désolée, c'est comme ça, bon courage, parce que c'est ça la réalité en fait de ce qu'on vit. Ouais. Écoute, je te remercie en tout cas de toutes ces, enfin, de partager voilà cette réflexion. J'invite d'ailleurs, je sais pas si tu connais le compte Instagram À nos étoiles que Julie anime et Alors, qui a on me l'a partagé, créé. parce que du coup, on m'a partagé beaucoup de comptes, effectivement, quand j'ai fait Ouais, cette annonce, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes comme toi ou d'autres qui ont créé des comptes destinés à soit des personnes qui essaient d'avoir des enfants, soit à d'autres qui en ont perdu, le deuil périnatal, etc. Et effectivement, je trouve ça génial que ça existe, parce que c'est un support merveilleux pour beaucoup de femmes qui ont besoin d'écouter d'autres histoires similaires à la leur. comme tu dis, d'écouter d'autres histoires, Mm. savoir un peu par quoi on passe en fait. Écoute, je te dis un immense merci pour tout ça. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur que voilà cette prochaine étape de PMA, que ça vous amène au résultat escompté, que votre famille puisse s'agrandir. Merci. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais partager dont on n'a pas encore parlé, ou je sais pas, un conseil, une réflexion pour nous dire au revoir. Non, merci, merci de m'avoir écouté, merci de donner la parole à tous ces couples, toutes ces femmes et ces hommes qui vivent des parcours. Je trouve ça merveilleux en fait de montrer que ça n'est pas forcément quelque chose, enfin que c'est pas forcément quelque chose de magique concevoir un enfant et, Ouais. et que ça ne se passe pas comme dans les contes de fées comme on nous l'a expliqué enfant. Voilà, donc je trouve ça, merci, je trouve ça très important de le faire. Voilà, moi je souhaite juste bon courage à toutes les femmes qui vivent un parcours similaire au mien ou toutes celles pour qui c'est pas simple. On y arrivera et à celles qui galèrent et qui n'ont pas encore ce bonheur cette chance d'être maman une première fois, je leur dirais que elles savoureront chaque minute avec leur enfant 2 fois plus que n'importe quelle autre mère vraiment. Quand ça a été difficile comme ça, Ouais. moi je peux dire que parfois, quand j'en ai ras la casquette, que ma petite, parce que voilà, à 2 ans et demi, j'imagine du coup tu vis un peu la même chose, c'est le terrible two, c'est l'âge du non, du défi, on rentre dans l'éducation pure, là, on n'est plus dans c'est plus des bébés quoi. Et parfois c'est pas simple. C'est vrai. Et je me dis, tu l'as voulu, tu l'as, enfin savoure-la comme un cadeau tous les matins quoi. Vraiment et Dans les moments difficiles, ouais, c'est dans vrai. les moments difficiles, je me dis tu l'as sacrément désirée cette petite quoi.
Et je lui rappelle tous les jours à ma fille. Je lui ai même écrit une petite chanson que je lui chante depuis qu'elle est née, où je lui dis que cette chanson dit je t'ai tant désiré, quoi. Je veux qu'elle le sache, que vraiment elle a été désirée, attendue, et que c'est un cadeau au quotidien. J'ai beaucoup de chance d'être maman. Voilà, je le sais aussi. Mais écoute, c'est une magnifique conclusion. Je te dis encore un immense merci. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, ainsi qu'à ta famille. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Marie-Clémence d'avoir pris le temps de discuter avec moi pour rentrer en profondeur dans ces sujets ô combien compliqués qui sont la maternité et la fausse couche. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous le savez, si vous voulez aider le podcast à grandir, si vous voulez m'aider à développer ce projet, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser un petit commentaire ainsi que 5 étoiles, ça aide vraiment beaucoup. Et parlez de cet épisode, parlez des épisodes sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus et pour retrouver d'autres épisodes qui pourraient correspondre à des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas notre page thématique dédiée sur le site internet du podcast www.alorc'estpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve mercredi prochain.